Le devoir de renoncer à faire peur offrira la confiance par défaut. Je le raconte fréquemment en plaisantant. Ma hantise, lorsque j'étais marié, c'était de me faire gronder par mon ex-épouse si notre lave-linge avait la bonne idée de tomber en panne un dimanche après-midi. Tout cela parce que j'aurais omis de mettre du calgon dans la machine. D'autant que l'un de mes objectifs annuels est d'acheter moins d'un outil par an, un temps que je tiens bon. Une sorte de record national, voire mondial. Dès lors, moi, du calgon, jamais je n'oubliais d'en mettre, encore moins d'en racheter à temps. J'avais même investi dans plusieurs boîtes que je cachais au fond de différents placards. Des fois qu'il y aurait des ruptures de stock, ce qui m'aurait obligé à espacer les lavages, gérer un stockage de calgon qui aurait baissé à vue d'œil, m'empêcher de dormir. Normal. Plusieurs fois par semaine, que dis-je par jour, à la TV, des plombiers nous montrent les dégâts du calcaire. Du calcaire, cette plaie. Des tambours, des joints, des tuyauteries en fin de vie, car certains n'ont pas encore compris qu'un seul lavage sans calgon, c'est se préparer à s'offrir un week-end catastrophique. À chaque passage de ces spots TV, j'avais le sentiment que mon ex-épouse m'observait de très près pour vérifier si je n'avais pas bien compris le message, même quand elle n'était pas là. Sans rire, en marketing, Calgon est considéré comme marque hyper forte par les meilleurs spécialistes, dans le sens où cette marque, si elle est présente sur la liste des courses, va nous forcer à choisir une enseigne où nous sommes certains d'en trouver du Calgon. Fixer le lieu où nous effectuerons nos grosses courses, c'est-à-dire celles de toute la semaine ou du mois. C'est une marque très facile à défendre par les vendeurs qui traitent avec les acheteurs de la grande distribution. Elle est considérée par eux comme incontournable pour maintenir le succès de leurs différentes enseignes. Calgon est une marque supérieure à Pepsi-Cola ou Coca-Cola parce que les Carrefour ou Leclerc, etc., pourraient se passer de l'une ou l'autre, les fans de Coca-Cola acceptant pour une fois de se contenter de Pepsi et vice-versa. L'occasion de mettre les vendeurs des deux marques sous la menace que l'une d'elles soit effectivement mise en dehors des rayons, s'ils n'obéissent pas aux exigences des acheteurs des grands distributeurs. Pepsi-Cola et Coca-Cola sont ce que l'on appelle des marques relatives. En effet, avec ce genre de marque, les grands acteurs de la distribution doivent juste éviter que le seul choix possible pour leur clientèle respective soit le Coca brandé à leur enseigne. Qui rêve du Coca Carrefour ou du Coca Leclerc? Tout le contraire de Calgon. Personne ne connaît un concurrent à Calgon. Calgon est bel et bien une marque forte. Quand nous avons besoin de Calgon, nous choisissons l'endroit où nous sommes certains d'en obtenir. Nous avons autant besoin de Calgon que d'eau fraîche pour faire survivre nos couples. À titre d'information, même après avoir divorcé, je suis resté très addictif au Calgon. C'est vous dire mon niveau d'addiction. Seul mon passage au concept de laverie partagée m'a soigné de cette peur qui, selon toutes les études scientifiques, hormis celles commandées par Calgon, s'avère fausse, ainsi qu'information mensongère. Bref, il faut savoir qu'en marketing, toutes les marques qui font peur et solutionnent les conséquences de ces frousses sont mieux armées que les autres afin de se maintenir en tant que marque forte. C'est une lutte de tous les instants pour les marques qui choisissent ce biais, soi-disant de séduction. Certaines, d'ailleurs, échouent à maintenir cette angoisse. Les poêles Tefal en sont un bel exemple. Naguère, les ustensiles de cuisine Tefal étaient réputés car toujours recouverts d'un émail particulier, interdisant aux aliments de ne jamais coller au fond des poêles ou casseroles, qui ne se détérioraient jamais. À l'inverse des concurrents, où les fonds des différents ustensiles pouvaient se fendiller, se décoller, provoquer le cancer si nous avalions ces morceaux d'émail brûlés. Cependant, depuis quelques années, cette peur, plutôt cette légende urbaine, a disparu. L'ensemble des fabricants de poêles sont au top.
tant du point de vue de la non-adhérence des produits cuisinés que sur la qualité de leur émail, qui ne se fendit jamais. Et paf, Tefal a perdu son aura de rassurance. Elle est devenue au fil du temps une marque relative, pire, une marque nulle, c'est-à-dire ne gagnant pas toujours contre une marque blanche ou une marque distributeur, devant se contenter d'être bêtement aussi bon marché que le commun des mortels au niveau des poils, condamné à attendre le sinistre Black Friday pour enfin écouler ses stocks. Au niveau du personal branding, agir de la sorte est très idiot. Certes, quand nous vendons, il est de bon ton d'accentuer une peur existante, surtout s'il est reconnu par la plupart des acteurs du marché que les concurrents n'ont aucune solution pour contrecarrer cette angoisse légitime. Cependant, cela vaut si et seulement si elle est réelle. Tout le monde le sait, la peur créée par Calgon, c'est du flan. Un adoucisseur d'eau suffit. La peur du cancer causée par les autres poils que Tefal a juste été une rumeur. Même si Tefal n'a jamais communiqué sur ce risque, il faut bien admettre que son silence fut assourdissant. Bref, c'était, de la même façon que Calgon, du grand n'importe quoi. Si bien que le marché lui a retiré son statut de marque incontournable lorsque la peur sous-jacente s'est évaporée. Dans la réalité des choses, défendre du grand n'importe quoi, comme créer une fausse peur, est la meilleure des décisions pour devenir le nouveau Dexia ou la nouvelle Sabena, qui plus est, surtout si nous n'avons pas les moyens de nous offrir un rebranding. Totalement inabordable pour un simple praticien du personal branding. Rappelez-vous, je l'ai indiqué en amont. C'est d'autant moins pertinent que, aussi bien dans le secteur business to business que dans celui du business to consumer, les différentes parties prenantes ont déjà peur, celle de mal acheter. Acquérir un appartement qui ne plaît que peu à monsieur ou madame conduit immanquablement et à court terme au divorce. Renoncer à un service de distribution de courrier qui fonctionnait rudement bien au profit d'un acteur moins exigeant sur le plan financier, mais qui foire, conduit à la mise au placard ou pire, au licenciement, tant les collègues du coupable ne digéreront pas ce mauvais choix. Bref, quand nous achetons, nous n'avons pas beaucoup droit à l'erreur. Nous le savons tous, cette peur de mal acheter existe toujours. Cela explique d'ailleurs en partie le succès des réseaux sociaux puisque ceux-ci nous permettent de consulter des pairs qui ont été confrontés aux mêmes problèmes que nous et qui ont déjà expérimenté eux-mêmes plusieurs solutions. Par conséquent, aucun besoin de créer de la frousse pour se vendre. Bien au contraire, la meilleure posture à adopter pour sa marque personnelle est celle de se montrer rassurant. Tant tout le monde a déjà peur. Bruno Coleman, vous en souvenez-vous? J'en ai parlé dans un de mes chapitres précédents, fait, c'est vrai, semblant de nous faire peur avec les menaces d'inflation ou avec cette histoire de non-remboursement des dettes souveraines. Cependant, il est rassurant. Il est toujours habillé en costume de banquier. Il ne crée pas de peur inexistante. Il explique le contexte économique de manière factuelle. Il est toujours très sérieux sur les photos. Il est toujours très posé quand il parle. Si j'avais de l'épargne, je la lui confierais sans aucun doute. En revanche, sans vouloir me contredire, il subsiste une peur intéressante à exploiter quand c'est bien fait. En l'occurrence, la peur dite sociale, c'est-à-dire celle qui nous exclut d'une communauté que nous souhaiterions rejoindre. Par exemple, Steve Jobs ne nous a jamais fait peur, sauf que sa marque Apple joue beaucoup sur l'obtention d'un certain statut social, si bien que lorsque nous prenons un rendez-vous d'affaires avec autre chose qu'un Apple, certains d'entre nous penseront que nous allons perdre des points de crédibilité. C'est là le signe qu'Apple a réussi à atteindre le Graal du marketing de la tribu. Quand nous nous rendons vers un store Apple, nous allons à la messe. Nous rencontrons des gens qui nous ressemblent, des vendeurs qui ressemblent à Steve Jobs. Nous ne serions pas surpris de voir en son centre un totem à l'effigie de Steve Jobs,
et autour duquel les membres de la communauté se prosterneraient, prieraient. À la sortie de cette messe particulière, nous sortons avec un grand sac, avec un beau gros logo Apple. Tant nous sommes contents d'afficher nos préférences et notre participation effective à un clan ou à une tribu. Nous proclamons ainsi notre désir d'être perçus en tant que partie prenante de cette communauté Apple. Nous en sommes fiers. Pourtant, pour rappel, nous n'avons jamais eu peur, sauf peut-être de ne pas faire partie de la communauté. Même si ce n'est qu'une illusion, elle n'est pas fausse, car notre objectif est d'être socialement acceptable, d'être aimé. Du coup, d'être rassurant. Conseil. À ce niveau, force est de constater que je suis presque sans cartouche, dans le sens où actuellement, aucun organisme de formation aux techniques commerciales n'a vraiment changé ses programmes de formation depuis l'arrivée des réseaux sociaux. Si bien que généralement, les techniques pour apprendre à faire peur sont encore dans le cœur de beaucoup de programmes. Un vrai désastre. De quoi faire peur? Certes, les fondamentaux n'ont pas changé, comme je l'ai expliqué dans mon précédent livre, Être connu d'avance accélère la vente. Cependant, il y a beaucoup d'anciennes règles commerciales qui sont devenues désuètes ou pire, contre-productives. Créer des fausses peurs chez les clients pour qu'ils signent de manière prompte et sans trop réfléchir est l'une d'entre elles. De la même manière, d'autres techniques se sont déplacées dans le parcours classique. Si bien, par exemple, que la recherche de recommandations auprès des clients satisfaits peut, dorénavant, s'effectuer auprès d'autres personnes, notamment chez ceux qui, sans jamais rien nous acheter, sont fans de nos flux d'actualité et apprécient volontiers de nous renvoyer la balle. Nous offrir un tapis rouge auprès de leurs contacts proches, parce que nous paraissons dignes de confiance et ou de réjouissance digitale. Toutefois, ne tirons pas trop vite sur le secteur de la formation. À ce stade, il faudra se montrer patient. Le secteur pédagogique finira par s'adapter. Je vous inviterai juste à vérifier si les techniques de vente que l'on vous propose, comme spin selling ou inside selling ou d'autres appellations, ont été établies avant l'arrivée des social media. En cas de réponse positive, renseignez-vous afin de savoir si les différents promoteurs et ou inventeurs de ces méthodes les ont amendées en fonction du tsunami social selling. Et comme dirait James Border, Rome ne s'est pas construit en un jour, idem avec son déclin. Il faut également mentionner qu'il existe déjà sur le marché de la formation des profils qui s'intéressent à ce qui émerge et sont déjà apporteurs de nouvelles techniques. Je pense notamment à Alain Guité de Booster Academy, à Jean-François Messier de Cloud Business School, à Yann Gourvenec de Visionary Marketing. Sans oublier l'inénarrable Loïc Simon avec son Social Selling Forum qui arrive à agréger beaucoup de compétences qui cherchent ensemble à formaliser les nouvelles techniques, ainsi qu'à oser parler du concept de vente inversée où, comme son nom l'indique, beaucoup d'éléments traditionnels s'inversent, impactant même la très fameuse analyse des besoins. À ce niveau, sans vouloir faire de la pub, ce sujet est abordé dans mon précédent business book, Être connu d'avance accélère la vente. Pour finir sur ce point relatif à la formation des commerciaux, il conviendrait de s'intéresser à des spécialistes de la rhétorique comme Mathieu Wildhaber, Suisse adoré par toute l'Europe francophone, qui remet cette discipline au cœur de toute communication qui se respecte, car la maîtrise des techniques rhétoriques permet d'améliorer son oralité, avec l'effet ricochet au niveau de son écriture. Le commercial des années 2020, 30 et 40 sera immanquablement repéré par la qualité de son écrit au service de son personal branding. Idem avec son oralité. Il devra prouver qu'il est aussi fort qu'une véritable marque totem, voire être lui-même une véritable marque totem. Mathieu Wildhaber vous confirmera certainement que la bonne pratique de la rhétorique rassure et que seuls les mauvais praticiens de cette discipline choisissent l'angle de la peur. À retenir, nous avons le droit
de bénéficier de l'équation magique qui dit que quand on augmente sa visibilité, on accède de façon automatique à une notoriété bien supérieure. Nouvelle notoriété augmentée qui, quant à elle, va faire croître notre droit naturel à la confiance par défaut. Équation qui a été confirmée par les récentes découvertes des neurosciences qui nous disent qu'il suffit d'avoir 6 à 7 contacts visuels avec un inconnu pour lui accorder cette catégorie de confiance. Tout le monde le sait, nous n'avons qu'une seule chance de donner une première bonne impression. Le devoir lié au droit d'avoir accès à de la confiance par défaut est celui d'être toujours rassurant. Il n'y a pas photo, il n'y a pas selfie. Débuter le pré-dialogue digital par l'infusion d'une peur contestable va laisser des traces. À éviter. Même Calgon commence à le comprendre car elle joue maintenant la carte de la peur sociale. Si nous ne mettons pas du Calgon version lave-vaisselle, nos voisins s'apercevront que nous sommes si radins, pire irresponsables, que nous préférons les servir dans une assiette lavée dans un lave-vaisselle non auto-nettoyé par Calgon. Peur sociale qui est moins mesurable que la précédente et qui a l'avantage d'être moins contestable. Du coup, avec Calgon, désormais, nous sommes, pour nos voisins, rassurants. La boucle est bouclée. L'occasion de préciser que la force du processus narratif est fréquemment indispensable. Calgon nous raconte là une nouvelle histoire. Celle-ci est moins mensongère que la précédente. Reste que même celle-là était, elle aussi, une histoire. Dans le prochain chapitre, je vais aborder cette cartouche du storytelling que les marketeurs ont tendance à oublier trop vite.